Maintenant que vous avez une bonne idée des différentes réglementations qui englobent les interventions sur les espèces exotiques envahissantes, aujourd'hui, on va s'attaquer à la question de la gestion. Qu'est-ce qu'une bonne gestion des espèces exotiques envahissantes au milieu municipal et qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'existe pas de solution miracle, mais des approches efficaces et adaptées à chaque situation. Dans cette capsule, on va vous présenter les différentes étapes d'une bonne gestion, les méthodes les plus efficaces et des exemples concrets en présence d'experts du Centre du Québec. En premier lieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque espèce exotique envahissante a son point faible. La clé, c'est de bien connaître sa biologie, c'est-à-dire son mode de reproduction, son mode de dispersion, ainsi que son rythme de croissance, afin de bien comprendre comment intervenir. On parle ici d'un talon d'Achille. Chaque espèce exotique envahissante a un point faible et c'est sur celui-ci qu'il faut intervenir. Il faut prendre le temps de bien évaluer la situation avant d'intervenir. Si on attend, les interventions futures risquent d'être plus complexes, plus longues et même plus coûteuses. Toutefois, il va être plus efficace et préférable de prendre le temps d'intervenir plutôt que d'agir de façon précaire et sans planification. Une intervention qui est non planifiée risque d'aggraver le problème plutôt que de le résoudre. Il faut aussi garder en tête que les espèces exotiques envahissantes progressent rapidement et un envahissement peut prendre l'ampleur très rapidement. Une gestion efficace passe par 4 grandes étapes. Premièrement, la détection. Repérer tôt une espèce exotique envahissante va augmenter nos chances de succès lors d'une intervention de contrôle. Une vigilance accrue et des visites régulières sont des bonnes pratiques à adopter sur le terrain pour nous aider à intervenir avant que la situation ne dégénère. Deuxièmement, l'identification. Il est primordial de savoir à quelle plante on a affaire. Plusieurs espèces exotiques envahissantes ressemblent énormément à des espèces indigènes du Québec. Pour éviter de faire des erreurs coûteuses, n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes, à des experts qui vont vous aider. Troisièmement, le choix de la méthode. Chaque plan, chaque type de milieu nécessite une méthode qui peut différer. Il faut choisir la bonne méthode et pour vous aider, vous pouvez suivre des formations, lire les annexes qui accompagnent les capsules ou encore une fois faire appel à des experts qui vont vous accompagner dans vos démarches. Finalement, le suivi à long terme. Une opération de contrôle peut être nécessaire pendant plusieurs années pour un site qui a déjà été traité. Il va être important de faire un suivi pendant minimalement 3 ans pour s'assurer que l'espèce ne réapparaisse pas. En milieu municipal, différentes méthodes de contrôle sont envisageables. Il y a la lutte mécanique, c'est-à-dire on va venir arracher des parties ou l'intégralité d'espèces exotiques envahissantes à l'aide de différentes techniques. On peut parler d'excavation, de fauchage ou d'arrachage à la main. Par la suite, nous avons aussi la lutte physique. La lutte physique vise à venir mettre une barrière entre une espèce exotique envahissante et le milieu à protéger. La technique la plus répandue est le bâchage, c'est-à-dire venir mettre une épaisse toile de vinyle ou d'autres types sur les espèces exotiques envahissantes afin de les couper du milieu à protéger et surtout de les tuer par étouffement et grâce à la chaleur du soleil. Bien que ces méthodes peuvent avoir l'air simples, elles demandent une planification ainsi qu'une connaissance profonde de la situation afin de pouvoir intervenir correctement. En dernier recours, on peut utiliser la lutte chimique. C'est une méthode qui consiste à employer des produits qui vont viser à tuer la plante. C'est une méthode qu'on doit utiliser avec beaucoup de précautions et seulement lorsque c'est pertinent de le faire. Par exemple, quand on a affaire à une colonie d'herbe à la puce qui s'est implantée dans un sol rocailleux, il sera alors impossible d'arracher tout son système racinaire de façon physique. N'oublions pas que l'utilisation de ces produits sont encadrés par des règlements et peuvent même parfois nécessiter une autorisation ministérielle afin d'être utilisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'intervention, combiner les méthodes peut être une bonne stratégie afin de lutter efficacement contre les espèces exotiques envahissantes. Dans certains cas, comme par exemple un envahissement profond de la berce du Caucase, il est préconisé, voire fortement recommandé, de faire appel à des spécialistes, et ce, afin de pouvoir réaliser une intervention sécuritaire et efficace. Pour ce qui est de la gestion des résidus d'espèces exotiques envahissantes, aucun des déchets ne devrait être composté ou remis en nature. Il faut les entreposer de façon sécuritaire dans des sacs scellés, les envoyer à l'enfouissement ou les brûler sur place selon les normes du MEL-CCFP, sinon on favorise leur propagation.
Les déchets d'entretien des parcs et jardins ne devraient pas non plus être mis en nature puisqu'ils peuvent contenir des graines et des fragments d'espèces exotiques envahissantes. La lutte contre la renouée du Japon est un travail de longue haleine assez complexe. Généralement, on recommande de combiner plusieurs méthodes de contrôle car aucune d'entre elles n'est parfaite. Jusqu'à aujourd'hui, la méthode qui s'avère être la plus efficace est l'application d'herbicides de synthèse, comme le glyphosate. Évidemment, dans plusieurs contextes, c'est une méthode à éviter, notamment lorsqu'on est à proximité d'un milieu humide ou hydrique. Dans certaines régions, les règlements en vigueur interdisent même cette méthode. L'arrachage manuel et la fauche de la renouée permettent de cibler les tiges et les rhizomes de surface de celles-ci. Ces méthodes vont permettre de réduire considérablement la densité d'une colonie à long terme, mais ne permettront pas de l'éliminer. Ce sont des méthodes fastidieuses, mais généralement, elles vont être très pertinentes en contexte riverain. Le bâchage, qui doit être effectué avec une bâche durable, épaisse, synthétique, non perforée, peut également permettre d'obtenir de bons résultats. Par contre, pour ce faire, la bâche doit rester en place au moins 6 ans. Dans tous les cas, il est fortement recommandé de replanter des végétaux à l'endroit qui était occupé par la renouée du Japon. On recommande généralement d'utiliser des arbustes qui sont indigènes et qui ont une croissance relativement rapide. L'excavation complète du sol contaminé par les rhizomes de la renouée du Japon peut permettre d'éradiquer une colonie. Par contre, pour obtenir de bons résultats, il faut s'assurer d'excaver le sol contaminé sur une profondeur d'au moins 2 mètres et il faut ensuite disposer des résidus de manière adéquate. Pour ces raisons, cette méthode est généralement recommandée pour des colonies de taille limitée. La berce du Caucase est une espèce exotique envahissante qui est problématique dans notre bassin versant, dans la région du centre du Québec. C'est une espèce qui se propage beaucoup par graines. C'est son principal mode de propagation, en fait, c'est le seul, parce qu'il ne se propage pas par les racines comme la renouée du Japon ou la phragmite. C'est une des espèces exotiques envahissantes au Québec dont l'éradication est possible et réalisable de notre vivant, même à court et moyen terme. Il y a moyen d'arracher les racines, donc d'aller faire de l'arrachage de racines, surtout pour les petits plants. C'est plus facile en début de saison, il fait plus frais. Et sinon, il y a moyen aussi de faire de la coupe d'ombelle, donc d'aller couper les inflorescences avant que les graines tombent au sol, donc pour limiter la quantité de graines qui va se répandre dans l'environnement. La sève de la berce du Caucase est photosensibilisante. Donc, si on en a sur notre peau, ça va briser la barrière de protection UV qu'on a déjà sur notre peau. Puis donc, quand on va aller au soleil la fois d'après, on peut se ramasser avec des cloches d'eau. Ça peut brûler jusqu'au 3e degré. Donc, en fait, pour faire l'éradication, pour faire des interventions sur la berce du Caucase, c'est important de porter un équipement de protection qui va être imperméable. Donc, nous, on utilise les chiennes en Tyvek. Avoir une visière également pour ne pas avoir d'éclaboussures de sève. Des grands gants pour bien se protéger, pour éviter d'en avoir sur la peau. Puis après ça, ça va être de laver l'équipement de façon adéquate. Le savon et l'eau, ça désactive la sève, donc c'est vraiment efficace pour retirer la sève de l'équipement. Il faut faire attention à ne pas se faire de contamination croisée aussi. C'est aussi possible de faire de l'éradication de la berce du Caucase via des herbicides. Par exemple, il y a un enjeu avec les herbicides, il y a beaucoup de règlements qui entourent ça. Et aussi, la berce aime beaucoup les milieux anthropisés, les milieux qui vont être un peu perturbés, les bandes riveraines, entre autres, les secteurs où les zones inondables, donc la rivière va monter, va déposer les graines qui voyagent très bien par l'eau. Là, c'est des petites graines plates. Donc, ils vont aller se déposer dans les bandes riveraines, dans les bancs de sédiments en bordure de rive. Donc, ça fait que c'est des endroits que c'est plus difficile pour aller appliquer de l'herbicide puisqu'il y a plusieurs réglementations en vigueur. La lutte au roseau commun est particulièrement difficile parce que l'espèce a tendance à réenvahir rapidement les sites après l'intervention. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire un suivi rigoureux sur plusieurs années par la suite. Au niveau des méthodes de contrôle, le bâchage avec des membranes géotextiles ou une géomembrane va être très efficace, va donner de bons résultats si et seulement si on couvre 100% de la colonie et qu'on laisse les toiles en place pour un minimum de 2 ans. Au moment du retrait des toiles, on va recommander de restaurer le site, donc en procédant à une plantation dense de végétaux qui contient minimalement des arbustes, dont l'objectif est de réduire justement le risque de réenvahissement par le roseau. Donc, même si on a des méthodes de contrôle qui sont efficaces et reconnues, ça ne veut pas dire que c'est justifié d'intervenir n'importe où. Donc, on va choisir, par exemple, des sites qui ont une haute valeur écologique, donc des milieux humides d'intérêt, ou encore des zones où on est en début d'envahissement, donc la superficie à traiter est faible et où les chances de succès sont beaucoup plus élevées.
Au Québec, il existe 2 espèces de nerfprins, le nerfprin bourdaine et le nerfprin cathartique. Bien qu'elles aient des caractéristiques écologiques légèrement différentes, elles ont des techniques de contrôle qui sont similaires. Le talon d'Achille du nerfprin, c'est sa souche, c'est sur ça qu'on veut agir. Donc, l'objectif, quand on retire un nerfprin, c'est de retirer sa souche. En effet, il n'est pas capable de repousser à partir des fragments de racines, mais il est capable de faire des rejets de souche. Fait que si on coupe sa souche trop bas, on va avoir plein de rejets qui vont sortir. Pour les petits plants, on va être capable de les arracher à la main, ou on va être capable de les arracher avec un extracteur de nerfprin. Pour les tiges plus matures, on va devoir venir les couper au niveau de la poitrine pour pouvoir ensuite gérer le feuillage et pour pouvoir retirer la souche conique de manière efficace. Donc on va utiliser une scie électrique, on va venir couper les racines du nerfprin pour pouvoir enlever sa souche et ainsi, malgré le système racinaire qui peut être impressionnant chez les nerfprins, il n'y aura pas de repousse depuis ce système racinaire si la souche est enlevée. Dans le cas où la souche n'est pas enlevable parce qu'il y a des pierres, etc., il est également possible de l'encapsuler à l'aide d'une bâche, c'est-à-dire prendre une bâche de vinyle d'1 mètre sur 1 mètre, ou plus grand si nécessaire, et de venir encapsuler la souche avec des clous pour faire en sorte que ça ne bouge pas. Ainsi, les techniques de lutte mécanique sont particulièrement efficaces pour le nerfprin, car on arrive à aller attaquer son talon d'Achille, c'est-à-dire sa souche. Cependant, il faut toujours prendre en compte qu'une réinfestation est possible, notamment parce que le nerfprin possède la capacité de faire des graines encapsulées. Ce qui veut dire qu'il faut faire un suivi. Nous préconisons au moins un suivi sur 3 ans, 1 fois par an, revisiter le milieu. Pour finir, nous pouvons également favoriser, pérenniser une opération de contrôle de nerfprin en faisant de la plantation complémentaire lorsqu'on arrache les nerfprins avec des espèces indigènes. Ces espèces indigènes-là, une fois plantées, vont pouvoir faire de la compétition à l'ombre aux nerfprins et ainsi favoriser, pérenniser le contrôle et diminuer la probabilité que le nerfprin puisse se réinstaller. Et qu'est-ce que l'on retient? On retient qu'il n'y a pas de recette miracle, mais qu'on a des bons plans d'action qui vont venir cibler les points faibles des espèces exotiques envahissantes. Comprendre et connaître les points faibles, ça nous permet de planifier correctement notre intervention et d'éviter des interventions qui seront coûteuses et non réalistes. Surtout, ne jamais agir à l'aveugle. Une mauvaise intervention peut aggraver la situation. Il faut agir rapidement, mais avec stratégie, en contactant les bons partenaires et en suivant les normes et les règlements en vigueur. Dans la prochaine capsule, nous allons vous faire découvrir les différentes techniques de prévention afin de pouvoir limiter l'apparition des espèces exotiques envahissantes et les contrôler avant qu'elles s'installent définitivement.